Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. On était deux personnes en manque d'amour de soi aussi. On était comme beaucoup de couples, deux personnes bancales appuyées l'une sur l'autre. Et à partir du moment où j'ai franchi ce cap de l'amour inconditionnel, j'ai bien dit le cap, j'ai pas dit l'amour inconditionnel comme Jésus ou Bouddha sont capables de le vivre. Moi, je me suis redressé quelque part. Et elle, ça l'a mis dans un état de panique, mais total, vraiment. Et notre mariage a explosé dans les 3 mois qui ont suivi. Mais explosé, quand je dis explosé, c'est vraiment une explosion. Elle a été complètement déstabilisée, ça a été atroce. Elle m'a fait vivre l'enfer, mais je la remercie aussi parce que ça m'a fait grandir aussi. Oui, vraiment. Il n'y avait plus le lien je t'aime moi non plus. Bienvenue, merci d'accueillir sur les canapés Éric Pesson, qui est avec nous, thérapeute en soins énergétiques, enseignant entre autres, mais c'est son parcours de vie évidemment qui va déterminer l'homme qu'il est aujourd'hui, l'accompagnant qu'il est aujourd'hui, le thérapeute qu'il est aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour à vous et bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Oui, plutôt, oui. Bon, content merci d'être là. avec nous. Merci de vous raconter aussi parce que votre histoire est assez étonnante et évidemment, je dis souvent qu'il faut avoir vécu une première partie de vie pour accepter la seconde. Votre première partie de vie, vous en gardez aujourd'hui un bon souvenir, malgré évidemment ce qu'on va décrire dans quelques instants, mais qu'est-ce qui vous reste de cette première partie de vie ? Alors, la première, parce qu'il y en a eu 3 en fait, là je suis dans la 3e. Dans la 3e, ouais. La première, ça a été le sport de haut niveau, le sport professionnel. Ce que j'en garde, c'est un très gros accident d'escalade. On va en parler. Et avec une expérience de NDE qui, sur le moment, m'a pas plus bouleversé que ça, mais qui en fait a semé des graines pour l'avenir et qui finalement aujourd'hui, je pense, me rendent un peu service. Et puis ça a été aussi l'apprentissage de savoir se fixer des objectifs, mettre tout en œuvre pour les atteindre. C'est aussi ce que j'ai fait par la suite quand j'ai entrepris le chemin vers moi, quoi, voilà. Et la 3e ? Alors la 2e d'abord, ça a été les affaires. Ouais. C'est le chemin dont vous parliez pour la suite de la première. Voilà, après l'accident, il a fallu se reconvertir et le système français est quand même bien fait, même si on le critique souvent. Donc quand on a été sportif de haut niveau ou professionnel, on a accès à des concours privilégiés. J'ai pu intégrer Subdeco Paris, qui est une des très bonnes écoles françaises de business, et puis après partir dans une carrière dans les affaires, où là j'ai mis le même engagement que j'avais mis dans le sport, voilà, pour arriver à 34 ans à être PDG d'une multinationale suisse. Voilà. Et ensuite, la 3e partie. Bah oui, quand la 2e me satisfaisait pas vraiment, je me suis demandé vers quoi aller. En fait, la 2e carrière m'a rendu un grand service. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai été nommé PDG de multinationale, à 34 ans, j'ai eu d'abord mon ego qui a gonflé pendant 1 semaine exactement. Ça me paraît logique d'avoir l'ego qui gonfle parce que... C'est bien, mais c'est court, voilà, une semaine. Oui, mais là, il était bien. Certains y restent... Voilà, c'était un melon de compétition pendant 1 semaine. C'était bien. C'était bien fort, mais je trouve que c'est humain aussi. Quand tu as 34 ans, on arrive à des postes comme ça. C'était pas la boîte de papa-maman, hein, donc c'était un peu logique. Et vraiment, exactement 7 jours après, il y a quelque chose qui s'est dégonflé en moi et une voix intérieure qui m'a dit « Maintenant que tu as le pouvoir, tu dois en faire un bon usage. Et maintenant que tu as le pouvoir, tu dois devenir un homme meilleur. » Mais c'était plus le meilleur de la performance, mais plutôt le meilleur de la bonté. Donc ça m'a vraiment bouleversé. Oui. Et reste à savoir d'où vient ce message. Je pense de moi, de mon âme, de la vie. Oui, c'est pas le... Mais en tout cas, j'ai senti que c'était vraiment un appel auquel il fallait que je réponde et que j'écoute. Oui. Et ce que vous avez fait ? Oui, absolument. Et ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Cet appel. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC Talk ? Très bien. Purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Voilà. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée. Net, définitif. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Ouais. Il y a 2 minutes, là, tu m'as défoncé la tête. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour ?
Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans aide. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes. Tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite. Inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. Alors on va voir évidemment ces 3 grandes étapes dans la vie d'Éric, parce que c'est toujours très intéressant de voir le cheminement et de voir de quelle manière ce titre-là que nous avons choisi, le succès matériel n'apporte pas le bonheur. Ça, okay, c'est la grande question ultra philosophique que tout le monde se pose. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que le succès fait le bonheur, etc. Vous y répondez par l'affirmative. Alors, non, ça n'apporte pas le bonheur. Ça y contribue, vous le savez, on dit, parce que la vraie appellation, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Non, ça ne fait pas le bonheur. Par contre, le rejet aussi de la matière ne fait pas le bonheur non plus. C'est Bouddha qui disait la voie du milieu. Je pense qu'il faut être ni dans le rejet de la matière et du matériel, ni dans être asservi au matériel. Ça, là, je pense que c'est la grosse erreur. Donc, ni esclave, ni maître, en fait, de ça, en tout cas. Alors, le juste milieu, il n'est pas simple. Non. Je dis souvent que le juste milieu, en tout cas, c'est pas un point ici. C'est entre ça et ça. Voilà, c'est important. Là, je suis trop obsédé par le matériel et la carrière, etc. Et puis là, j'en suis trop détaché. Et finalement, je prends pas soin de mon corps, je prends pas soin de ma vie. Et c'est pas non plus quelque chose de valable et qui nous fait grandir. Donc, par contre, entre ça et ça, suivant notre nature profonde, nos aspirations, on est dans le milieu. Le bonheur est là. Oui, je trouve, oui. Vous y êtes? Ah, oui, vraiment, oui. Depuis 20 ans, de façon assez constante. De temps en temps, comme tout le monde, j'ai des coups durs, mais ça dure pas très longtemps, oui. Et c'est là où, d'ailleurs, comme ça qu'on évalue nos progrès. C'est dans les coups durs à quelle vitesse on revient, finalement, dans le bonheur plein et entier, en fait. Et au début, ça me prenait des fois des mois à ressasser des choses, puis 2 mois, puis 1 mois, puis 1 semaine, et puis maintenant, ça me prend quelques heures, ou si c'est un drame, 1 jour ou 2, quoi, voilà. Quelle sagesse! C'est pas moi de le dire. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire que si vous avez ces automatismes-là, ces ressentis-là, c'est quand même un bel aboutissement. Oui, tout à fait. Oui, vraiment, oui. Bon. Alors, on va voir justement, et ces difficultés de la vie qui ont ponctué évidemment votre parcours. Voyons un peu ce qui se passe, parce que vous avez parlé du sport, évidemment, et pendant près de 20 ans. Le sport? Ouais, le sport. Oui, on va dire ça, en tout cas jusqu'à 23 ans. Jusqu'à 23 ans, voilà. Jusqu'à 23 ans. Et c'est le ski et l'escalade? Le ski et l'escalade, oui, exactement. Ouais. J'ai grandi en Savoie, c'était assez naturel. Un père moniteur de ski et guide. Ouais. C'était, à 2 ans, j'étais sur les skis, 2 ans et demi. Et oui, c'était vraiment une passion, oui. Bon, 17 ans. Oui. L'accident. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait 15 jours qu'on grimpait avec des amis dans le sud de la France. J'avais tendance à organiser un peu toutes les choses. Et ce jour-là, c'était le dernier jour. Je devais pas grimper. Je m'étais dit non, c'est pas la peine, on rentre. J'avais accompli ce que j'avais à accomplir. Et j'ai accompagné quand même les copains qui voulaient faire une voie qui était très esthétique, ce qu'on appelle un surplomb en escalade. Donc vous avez un gros aplomb et c'est joli. Donc je les ai accompagnés, mais je voulais pas grimper. Et puis ils ont installé la corde, ils ont grimpé. Ils m'ont dit tu veux pas y aller, la corde est installée. Et j'avais une lampe rouge bien allumée en moi. Elle était vraiment, vraiment claire. Mais cette intuition-là, on pourrait l'appeler l'intuition, oui, cette tout lampe à fait. Rouge, vous ne l'écoutiez pas? Là, je ne l'ai pas écoutée. Ce coup-là, je ne l'ai pas écoutée. Mais d'ordinaire, oui? Ah oui, plutôt. Quand elle était de cette intensité, je dirais plutôt, oui. Et depuis, je l'écoute. Hein. Bah, ça, c'est sûr. Que là, pour le coup, ça vous a servi de leçon. Donc, vous montez? Je monte. La fin de la voie était pas très intéressante parce que c'était sale, donc ça servait à rien. Donc, je redescends sur la corde et en fait, un des copains avait mal installé la corde en haut. Donc, il y a une rupture des amarrages et je tombe d'environ 18 mètres. Donc, ce 7e étage d'un immeuble au sol.
Bon, à l'époque, heureusement que j'étais pas comme je suis maintenant et le corps était en très très bon état. Mais néanmoins, je roule dans la pente. Et puis là, je me sens aspiré dans une colonne de lumière, vraiment comme ça que je pourrais le décrire. Je remonte d'une 50aine de mètres, j'ai l'impression. Et là, étonnamment, je me retrouve face à mon arrière-grand-mère. Je ne m'attendais pas vraiment à la voir là. Et je lui demande ce qui se passe. J'ai réalisé après que mon arrière-grand-mère était l'une des seules personnes décédées que je connaissais, enfin qui était proche, qui est logique à 17 ans. Et donc elle me dit, mais c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Elle me dit, ben regarde en bas. Et en bas, j'ai vu mon corps allongé. J'ai pu décrire ce qui se passait autour de moi. Et même si les gens me disent, mais tu peux pas l'avoir vu puisque ton corps a les yeux fermés. Je dis, oui, mais j'étais pas dans mon corps. Et là, j'ai pensé à ma famille, mes parents, ma sœur. Puis c'est comme si... On dit souvent, on voit passer sa vie quand on vit. Moi, ça a été presque le contraire. J'ai vu une sorte de projection dont je me rappelle pas vraiment, mais je me rappelle avoir vu des choses devant moi et j'ai dit non, mais j'ai plein de choses à faire. Donc là, il n'y a aucun sentiment de souffrance, il n'y a rien de tout très ça. Bien. Au contraire, je suis même très très bien. Très apaisé. Vraiment. Ah oui, vraiment, on est bien. C'est une douce chaleur, je dirais. On se sent entouré. Enfin oui, c'est vraiment très agréable, je dois dire. Et je dis mais non, j'ai plein de choses à faire. Faut que je redescende. Et elle me dit quelque chose alors qui plaît pas toujours quand je le dis en conférence. Elle me dit on a toujours le choix, donc redescends. Donc je dis et là je me sens retomber, donc la deuxième chute de la journée, dans mon corps. Et là mon corps a un soubresaut et je dis j'ai mal, ce qui est logique. J'avais 21 fractures, dont 5 vertèbres. Ouais, ça n'a pas été. Et ensuite c'est pas fini parce que les hélicoptères de la région étaient partis secourir des gens en montagne qui étaient en basket sur un glacier. Donc c'est les pompiers qui me ramènent en ayant percé le matelas coquille. Un truc vraiment long, ça a été long. Ouais. Mais c'était aussi ce que je devais vivre. Hein. Mais vous êtes vivant. Oui, vivant. Et puis, les médecins ont eu très peur ont carrément dit qu'il était probable que je ne remarche jamais. Et donc, la vie a été aussi sympa parce que là, c'était un monde qui s'effondrait pour moi. Bien sûr. Puisque je ne vivais que pour le sport. Je voulais renoncer, j'avais loupé mon bac, j'avais un an d'avance à l'école, j'avais vraiment rien fait en terminale que sur le sport. Je voulais même pas redoubler ma terminale. Et là, je me suis retrouvé, la vie m'a dit non, mon coco, c'est pas comme ça que ça va se passer. On te remet un peu sur le chemin, puisque plâtré de la tête aux pieds, j'ai repris les études et ça m'a rendu service plus tard, effectivement. Mais voilà, c'est un cadeau de la vie. Combien de temps de rééducation? Non, ça a été rapide. Au fond, la vraie complet, ça a été 1 an, clairement. Mais au bout de 14 jours, j'étais chez moi. Au bout de 35 jours, on m'enlevait les plâtres. Et puis, juste après m'avoir enlevé les plâtres, mon père m'a ramené sur une falaise d'escalade. Mais non. Oui, parce que en fait, je tombais toutes les nuits. Toutes les nuits, je faisais le cauchemar. Je retombais. Enfin, c'était atroce. Donc, on a dit bon, il va falloir faut exorciser le truc un peu. Ouais. Mais alors, ça a été. Alors, il a fait une installation. Non seulement c'est un professionnel, mais en plus, on a tout doublé. Mais je vous avoue, quand j'ai remis mon poids du corps sur la corde. C'était terrifiant. Vraiment, là, j'ai vu ce que c'était dépasser une peur. Et il a fallu vraiment, je me suis dit non, il faut que mon esprit logique dépasse la peur. La peur, là, était un signal erroné, en fait. Donc, cette présence de votre arrière-grand-mère, le message qu'elle vous délivre, qu'est-ce que vous en faites de ça? Pas grand-chose sur le moment. Parce que sur le moment, ma préoccupation, c'est remarcher, pouvoir refaire du sport. Donc ça m'a pas, sur le moment, ça n'a. Vous en parlez un peu Non, très peu, un petit peu, tout petit peu, mais c'est vraiment pour moi anecdotique. Mon focus, c'est demain, est-ce que je vais pouvoir refaire du sport. Par contre, elle a semé des graines, cette expérience-là, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas envie de mourir, mais j'ai pas peur du tout de la mort, et je sais même que de l'autre côté, on est accueilli et que c'est plutôt réconfortant et agréable, la sensation. Ce qui rejoint ce que disait le docteur Moody's, les livres des années 70, que j'ai lus il y a une vingtaine d'années. Et je me suis dit, tiens, ça m'a remémoré. J'étais content de voir que ce que j'avais vécu ressemblait au vécu de pas mal de personnes. Est-ce que le ressenti que vous avez eu à l'époque, il est aussi clair et limpide aujourd'hui? Il est toujours présent? Ah oui, vraiment. Ah oui. Ouais, c'est... Oui, il a un peu disparu pendant ma carrière professionnelle standard. Et quelque part, je voulais oublier ça pour être focus dans la matière, comme vous avez évoqué là. Et par contre, dès que j'ai réouvert, c'était là, mais tranquillement. Enfin, vraiment, c'est une belle expérience, même si elle a été douloureuse. Puis ça m'a aidé aussi sur le moment, parce que je pense que je suis devenu moins con aussi, même à cette époque-là. Enfin voilà, ça avait changé. J'ai vu aussi la solidarité de plein de gens autour de moi pour m'aider. Quand j'ai dû aller au lycée avec mes béquilles plâtrées de là à là, puis de la jambe.
Et ouais, c'était une belle expérience et c'est un immense cadeau de la vie. Dans votre malheur, c'est un cadeau. Ah ouais, vraiment, sans aucun doute. Et c'est pas de la résilience de comptoir que je vous fais là, c'est une réalité, quoi. Oui, vraiment, ça a été très très douloureux sur le moment, mais un vrai cadeau. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la manière de décrire cette NDE, parce que beaucoup de gens, évidemment, nous ont conté ce genre de situation et de ressenti. On a du mal à s'imaginer. Votre arrière-grand-mère qui arrive, vous la voyez aussi bien qu'on se voit ? Oui, c'est un peu plus flou, je dirais. Mais oui, elle a ses traits. Mais ce qui est intéressant de voir, elle a les traits que j'avais gardés dans ma tête au moment où elle s'occupait de moi, on va dire. Je pense qu'elle était décédée 8 ou 9 ans avant. Okay. Et elle avait les traits de 8 ou 9 ans avant. Pour moi, mon référentiel a traduit une énergie qui était là dans les images que j'avais gardées d'elle. Donc, quelque part, je l'ai reconnue. Et cette reconnaissance a amené l'image que j'en avais d'elle à l'époque. Donc, elle était un peu floue, elle était un peu au-dessus de moi. Elle était assez complète. Je dirais peut-être que les pieds manquent quelque chose, mais vraiment, voilà. Quel est l'environnement ? Ah ben, c'était du soleil et de la lumière. Enfin, on était aussi dans le sud de la France en plein midi, donc ça tapait aussi. Mais ouais, j'aurais dit un peu de la ouate, comme si je me sentais dans vraiment quelque chose de cocooning, là, pour ce qu'on peut dire, et quelque chose de très aimant. Et on se parlait, je dirais, par télépathie. Par contre, il n'y avait pas de mouvement. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de choses comme ça de votre souvenir. Y a pas, non, dans mon voilà, j'insiste, dans mon souvenir, effectivement. Dans votre souvenir. Ouais. Et le temps ? Pareil. Alors, les copains, je crois, ont témoigné que j'avais rien dit autour de 15 secondes de mémoire. Donc, c'est allé assez vite aussi. C'est allé assez vite, mais ça veut dire que vous êtes en arrêt cardiaque à ce moment-là ? Je ne sais pas. Ils vous le disent pas ? Non, parce que le temps qu'ils arrivent... En plus, comme j'ai glissé dans le ravin, eux, ils ont les cordes, etc. Le temps qu'ils arrivent... Donc, pour eux, les 15 secondes, c'est plus ou moins le temps qu'ils ont mis pour arriver et le temps où mon corps se réveille à nouveau, quoi. Voilà. Donc là, je ne peux pas dire. Quand on vous dit, et ça, c'est un moment charnière, je trouve, quand votre arrière-grand-mère vous dit « mais tu as le choix ». Je sais que les gens détestent ça en conférence parce qu'ils ont l'impression quand un mari, un fils, un frère a un accident de voiture, il se dit mais il n'a pas eu le choix. C'est ce qui m'a été dit. Je peux pas, je peux que retranscrire et en l'occurrence pour moi j'ai vu que j'avais le choix. J'avais vraiment le choix de rester dans un environnement qui était plaisant, franchement, voilà, ou revenir, je dirais, sur Terre et continuer ma vie d'être humain. C'est vrai que parfois c'est presque triste d'entendre ça. Oui, parce que les gens qui l'entendent des fois me disent mais alors je me sens rejeté une deuxième fois, etc. Bien sûr. Oui. Il y a néanmoins, voilà ce qui m'a été dit. C'est votre expérience en tout cas, et on l'écoute. Je ne peux pas dire que c'est une vérité, je dis juste que c'est ce que j'ai vécu. Bien sûr. Lorsque, évidemment, il y a toute cette phase de rééducation, il y a de la souffrance aussi, évidemment, physique, tous ces questionnements et toute cette appréhension, ces peurs que vous pouvez avoir sur le fait que vous puissiez ou pas remarcher derrière. Est-ce que votre grand-mère se présente ? Non. Dans des rêves, dans des choses comme ça, vous n'avez plus jamais eu ce ressenti, non, vraiment, non. Enfin, j'en ai pas souvenir en tout cas. Mais même là, alors c'est quelque chose de particulier et on fera le lien après avec ce que je vis maintenant. D'abord, j'ai été vite rassuré sur le fait que j'allais remarcher, donc ça c'était essentiel. Donc par rapport à des gens qui ont pendant des mois cette incertitude et c'est terrible. Moi rapidement, on a vu que c'était bon, donc ça c'était malgré les 5 vertèbres fracturées, enfin etc. Et je dis quelque chose qui peut sembler paradoxal ou particulier, c'est que il y a eu un certain plaisir à la reconstruction. Et je l'ai compris des années après. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'énergie d'auto-guérison qui s'est mise en place en moi et donc qui m'a connecté, je dirais, au flux de la vie aussi. Mais par votre volonté et détermination ? Non, par un hasard, mais par quelque chose qui est naturel, en fait, un processus naturel. Et j'ai réalisé des années après, parce que j'ai eu d'autres accidents ou d'autres choses, d'autres blessures, comme tous les sportifs, qui a un phénomène, sur le moment, c'est très désagréable, c'est douloureux, etc., mais qui a ensuite un système d'auto-guérison, je dirais, qui accompagne tous les soins classiques de la médecine moderne, qui se met en place et qui apporte, moi, qui m'a beaucoup nourri à chaque fois, et qui finalement, dans ces moments-là, me connectait à ce que moi j'appelle la vie, d'autres appelleraient Dieu, d'autres appelleraient ce qu'ils veulent. Le divin. Oui, exactement. Et cette connexion se faisait, là c'est important, la correction est importante, se faisait finalement dans ces moments-là. Ce qui fait peut-être qu'à des moments, j'ai peut-être cherché ces accidents ou ces problèmes-là, non pas que j'ai volontairement sauté, mais que inconsciemment, ça m'amenait à des moments où ça me reconnectait à une force
extraordinaire qu'on a en nous et qui amène ces guérisons. Voilà. Je suis assez fasciné dans votre discours par le côté, ce que vous en retirez aujourd'hui avec le recul évidemment, mais le côté très positif. Constructif. Constructif. J'essaye, je vous reprends pas pour vous embêter et pas pour faire du verbiage, mais j'essaie d'employer au maximum plutôt le mot constructif que positif, négatif. Parce que, en l'occurrence, un événement négatif a été très constructif. Et donc là, on est vraiment, je trouve que la résilience est au cœur du chemin de chacun de nous. Si on veut grandir, c'est quelque chose de primordial. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une loi universelle, ça, que de dire qu'une situation négative... Alors, je corrige quelque chose. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de proverbes. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ouais. Moi, je le corrige, celui-là. Ce qui ne nous tue pas peut nous rendre plus fort. C'est une opportunité. Il y a des gens, on voit bien, qui ont des accidents de la vie, dans quel que soit le domaine, et qui n'arrivent pas à surmonter ça. Et je les blâme pas, c'est pas du tout critique. Ils n'y arrivent pas, il n'y a pas la force. Donc, pour moi, tous ces événements difficiles sont une opportunité à saisir pour éventuellement grandir et apprendre. Et voilà, c'est une opportunité pour moi plus qu'une certitude. Donc vous aviez 17 ans, il y a cette chute, les 21 fractures, il y a la NDE, etc., il y a votre arrière-grand-mère, etc., etc. Et là, effectivement, comme vous êtes un peu bloqué, vous n'avez pas d'autre choix dans votre processus de guérison et d'auto-guérison, vous reprenez vos études. Oui. École de commerce. Alors d'abord, non, le bac. Parce le bac, oui, évidemment. Et puis ensuite, non, parce que je suis têtu, je me remets au ski à fond et à l'escalade à fond. Et c'est plutôt vers 22, 23 ans où... les médecins, les kinés, etc. me disent « mais si tu continues comme ça, ton corps a été tellement abîmé qu'à 35 ans, tu ne marcheras plus. » quoi. Donc là, on se pose des questions et on revient à quelque chose d'important qu'on évoquera peut-être après, qui est la présence aux choses. Au début, après mon accident, je me suis dit « je suis fort, j'ai besoin de personne, voilà, je m'en sortirai ». Vers 20 ans, je me suis dit quand même, peut-être qu'il faudrait me faire aider un peu. Donc je suis allé voir une excellente psychologue qui était vraiment quelqu'un de magnifique, avec qui j'ai échangé. Et un jour, elle me dit, dans une conversation, dans une séance, elle me dit « j'ai un neveu qui était sportif de haut niveau et qui a intégré Subdeco Paris par un concours réservé aux sportifs ou aux professionnels. » Et ça ne m'intéressait pas sur le moment, mais d'être présent, ça s'est mis dans une case. Voilà. La graine est posée. Oui, vraiment. Et c'est là l'important d'être présent aux gens, d'être présent aux choses. Parce que 2 ou 3 ans après, je ne me rappelle pas exactement, quand je me dis il va falloir peut-être penser à autre chose, parce que quand on me dit à 35 ans tu marcheras plus, tu continues, je me dis ça vaut peut-être pas le coup de continuer comme ça, surtout que je réalise que je n'atteindrai pas les sommets olympiques ou mondiaux, donc, et largement. Donc je me dis mais elle m'avait dit ça. Et donc je regarde, le concours existe toujours, je le passe et je suis pris, donc je me retrouve... à Paris, moi le Savoyard, moi de la Plagne, à Paris, sur le banc d'école, avec des bêtes de concours, parce que c'est tous ceux qui sortaient des prépas HEC, là vraiment, et je prends une claque aussi, égotique aussi, parce que quand on est en station comme ça, on est le roi du bac à sable en fait. On est, on rentre dans un restaurant, on vous fait une place, le monde connaît, c'est sûr, ça exactement. Et là, à Paris, franchement, Éric Pession, il n'y a personne qui le connaissait, hein, donc ça a été bien, mais ça a été très intéressant, des études passionnante, vraiment, ça m'a passionné. Leçon de vie. Ah oui, vraiment, ouais. Puis c'était, culturellement, ça m'a ouvert, enfin vraiment, c'était... Et donc vous poursuivez un cursus. Oui, 3 ans, là, 3 c'était, ans, voilà, bac plus 2, après, donc 3 ans, fait bac plus 5, grande école, et puis après, je me dis, je connais rien à l'entreprise, moi, en fait, je connais bien les stations de ski, mais pas les entreprises, et donc, je rentre dans un cabinet d'audit, finance, expertise comptable, qui s'appelle Ernst & Young, qui est le leader mondial dans la matière, je crois qu'il l'est encore aujourd'hui. Et là, j'apprends un peu ce que c'est le monde de l'entreprise, quoi. Vraiment, je découvre ça de l'extérieur, mais c'est très, très passionnant. Jusqu'à devenir PDG. Alors ouais, entre-temps, un client me repère et trouve que je pose des questions pas trop bêtes, me prend au sein de son entreprise, et puis... Rapidement, on m'envoie dans un groupe suisse qui est en difficulté comme directeur financier. 1 an après, j'en deviens directeur de la stratégie. 1 an après, directeur des ventes monde. Et puis, à 34 ans, donc PDG de cette multinationale. Et là, petit boulard. Oui, mais 1 semaine. Voilà. 1 semaine. Alors, mais ça, c'est quand même extraordinaire. 7 jours. Je sais pas. Incroyable. Oui. Alors, Vous sentez que vous êtes dans cette énergie-là à ce moment-là ? Ah oui. Ah oui. Mais je l'accepte et je la vis. Okay. C'est comme si il y a quand même eu beaucoup d'efforts, c'est un parcours hors norme, clairement, et
il y a quelque chose, je m'autorise à. Et peut-être que si j'avais résisté à ça, ça aurait peut-être duré plus longtemps finalement. Et là, je me l'autorise. Et puis, j'avais commencé quand même à faire un travail personnel, on va dire 2 ans avant à peu près. Je commençais à réaliser que le bonheur n'arriverait pas par mes réussites extérieures. J'ai commencé à réaliser aussi que je ne m'aimais pas, contrairement aux apparences, et que je cherchais dans la réussite professionnelle, dans le regard de l'autre, finalement, l'amour que je n'avais pas de moi, en fait. Je pense que c'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise. Bien sûr. Incontestablement. Ouais. Donc, vous étiez en quête de bonheur ? Oui, et justement, c'est à ce moment-là que je me suis aussi rappelé que le bonheur était l'objectif de ma vie. Et que finalement, ce bonheur ne viendrait pas par les réussites extérieures. Et que, voilà, 3 ou 4 ans après, on m'avait promis d'être patron de quelque chose qui ferait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, etc. Et je me suis dit, mais ça ne change rien. Enfin, c'est la même chose. Donc, il est temps de se mettre et de réaliser qu'il va falloir t'apprendre à t'aimer, toi. Et c'était aussi important vis-à-vis des femmes, parce que, j'avais cumulé les relations, si je peux dire sentimentales, c'est même pas tout à fait vrai, les relations en tout cas. Et les pauvres femmes qui étaient extraordinaires ne pouvaient pas remplir ce manque d'amour qui était au fond de moi. Donc, j'en changeais parce que le problème était elle qui ne remplissait pas ça. Mais la réalité, c'était moi le problème. Hein. D'où venait-il ? Du manque d'amour de moi, oui. Mais d'où vient ce manque d'amour de vous ? Je pense que on choisit une famille en fonction des blessures qu'on n'a pas guéries dans les vies précédentes. Donc, j'ai choisi une famille qui est pleine de qualités. C'est des gens courageux, des gens honnêtes et intègres. Mais ils ne savaient pas ce que c'était aimer. Ils ne s'aimaient pas, ils ne savaient pas donner de l'amour. Et j'ai grandi dans un village qui s'appelle M-la-Plagne. Ah oui. M-A-I-M-E quand même, voilà, c'est quand même extraordinaire. Et donc, c'est important parce que des fois, j'ai des gens qui ont fait d'autres stages et qui viennent me voir et où on fait porter une responsabilité à nos ancêtres, à nos parents, etc. Je pense que vous avez déjà entendu ce genre de choses. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'avais sûrement dans d'autres vies expérimenter le manque d'amour, j'avais sûrement pas guéri ça, et donc j'ai choisi une famille parfaite, vivant à M, pour réveiller en moi cette blessure du manque d'amour, pour avoir un jour suffisamment de manque d'amour pour finalement le guérir et le travailler. Ceci dit, on entend souvent ceux qui tiennent ce genre de discours, on les entend souvent dire, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'effectivement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oui. Avec leur code, avec leur éducation et avec leur process de vie. Ils ont même fait mieux que ce qu'ils ont pu. Ils ont été parfaits. Parce que s'ils m'avaient donné plus d'amour, j'aurais sûrement moins souffert, mais peut-être qu'à 30 ans, j'aurais pas fait ce cheminement personnel. Donc, ils ont été parfaits et mon âme avait choisi leurs âmes et les avait choisis eux pour être certain que je vive un manque d'amour de moi qui se traduira au début par quelque chose de pas terrible, c'est-à-dire le chercher dans la reconnaissance de l'autre, etc., mais qui un jour m'amènerait à ça. Mais cette quête du bonheur, ce manque d'amour, en tout cas cet amour dont vous parlez, vous allez le chercher dans quoi ? Dans la lecture ? Vous allez le chercher... Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement ? D'abord, je commence à travailler avec une chamane locale. C'était très amusant parce que la première fois, je me pointe chez elle... c'était pas un tipi, mais ça ressemblait un peu. Et moi, j'arrive avec ma Porsche et mon costard cravate. Je pense que ça a dû être un choc thermique, mais c'était chouette, mais c'était très bien. Je prends conscience de ça, donc de ce schéma-là, et à partir de là, je fais ce que j'ai fait dans le sport ou dans les affaires, c'est-à-dire que je m'y mets à fond. Lecture, vous avez raison. Je participe aussi rapidement à des stages. Des immersions. Voilà, etc. Et puis après, effectivement, 2 ans après avoir été PDG, je démissionne de tout. J'avais bien gagné ma vie, j'avais bien géré mon argent. Et je me suis dit, l'argent doit être une liberté et pas, au contraire, quelque chose qui t'emprisonne. T'as vraiment tout en main pour ça. Donc, j'ai démissionné de tout. Et puis là, j'ai vraiment fait comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je suis parti en Inde dans des ashrams, j'ai participé à des stages en Europe, j'ai lu des choses... plein de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai rencontré des charlatans, tous m'apprenant des choses ce qui me ferait du bien et ce qui ne fait pas du bien, en fait. Mais ce qui est fantastique, c'est que vous saviez où aller chercher la réponse à ce bonheur. Oui, mais la vie, elle est quand même assez sympa avec moi. Parce qu'avant d'aller chercher ça chez des chamans, des choses comme ça, vous auriez pu prendre ça avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de recul même, en se disant, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces énergumènes ? Vous auriez pu penser ça. Oui, mais j'ai ressenti vite... l'appel. D'abord, il y en a avec qui j'ai pas traîné plus qu'une séance, voilà. Et puis il y en a d'autres, par exemple cette chamane, c'était rigolo, mais au bout de 6 mois, 8 mois, elle m'a dit je peux plus m'occuper de toi. Je dis quoi ? Elle dit non, l'énergie qui est là est tellement forte que moi j'explose maintenant dans les séances, donc
je vais être recommandé à quelqu'un à l'autre bout de la Suisse. Alors moi, vraiment, je comprenais pas ça. Vraiment, c'était... je l'ai même vécu au début comme un rejet, un petit peu. Elle me dit, non, mais vraiment, je peux plus, j'y arrive plus, donc, etc. Mais la vie m'a toujours mis, finalement, les personnes valables ou celles desquelles je devais apprendre quelque chose. Est-ce que vous considérez comme quelqu'un de chanceux, pour le coup ? Alors, on pourrait dire comme ça, mais cet phénomène de chanceux me rappellerait être victime aussi, dans le sens où, à l'opposé du chanceux, il y a la victime. En fait, j'ai mis les choses en place et j'ai écouté, j'ai obéi. Donc, pour moi, c'est pas de la chance, c'est un juste retour de mes fonctionnements, de la même façon que j'ai vécu des choses terribles, j'ai été abusé dans mon enfance, etc. Je m'estime pas non plus victime. Dans ces moments-là, j'aurais dû écouter ou j'aurais pu écouter, et j'avais aussi choisi cet environnement-là. Même ce qui s'est passé est abominable, clairement, mais c'était ni chanceux ni victime. Voilà, ce sont des choix qui amènent des choses. Ce qui est parfois difficilement audible. Oui, tout à fait. La chance que j'ai, c'est quand les gens me disent que c'est difficile à entendre, je dis, écoutez, moi j'ai été abusé à 8 ans, voilà, donc j'ai donné dans quelque chose qui était franchement pas agréable, quoi, voilà. Et donc, mais ça fait partie de mon chemin. Mais justement, cette transition entre le moment où vous claquez la porte véritablement au confort matériel, très clairement, dans votre entourage, on doit vous prendre pour un extraterrestre à ce moment-là. Alors oui, mes parents se questionnaient. Pour d'autres, j'étais sûrement tombé dans une secte. C'est sûr. J'étais tous les jaloux aussi, un petit peu de ma réussite, là, s'en sont donnés à cœur joie. Mais ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas plus que ça. La vie a été aussi sympa. C'est-à-dire que, par exemple, un des premiers grands stages auxquels j'ai participé, où j'ai vraiment senti que je lâchais mon mental, je laissais aller mon corps. Ça a été... Donc après, je n'arrivais plus à marcher tellement que mes jambes avaient lâché. Enfin, c'était terrible. J'avais à l'époque une belle Audi toute neuve. Et quand j'ai voulu repartir, la marche arrière était cassée. Donc pour moi, le signe était clair. Il n'y avait plus de marche arrière possible, quoi, vraiment. Et puis, 2 ou 3 stages après, j'ai aussi vécu quelque chose de simple, comme ça, mais extraordinaire. C'est qu'en rentrant de ce stage au petit matin, c'est en Suisse, ceux qui connaissent Payerne, il y a une immense ligne droite sur l'autoroute qui doit faire 30 km. Et le soleil s'est levé face à moi. Donc, je roulais face au soleil. Et là, une émotion m'a bouleversé, vraiment, avec quelque chose, là, ça me refait des frissons de vous en parler, quelque chose qui m'a dit, ça y est, tu rentres à la maison. Et là, j'ai vraiment compris que le but de mes vies, c'était simplement de se rappeler qu'on devait rentrer à la maison. Et quand on vit des choses comme ça, pourtant ça paraît simple, hein, le soleil qui se lève face à soi, il n'y a plus de problème de foi ou d'envie, de motivation. Enfin là, ça nous dépasse largement. Et là, c'est fantastique, quoi, voilà. Parce que vous parlez vous dites mes vies, ça veut dire que vous avez expérimenté, exploré ces vies précédentes. Oui, j'en ai vu en tout cas. Pas toutes, hein, mais j'ai vu quelques-unes. Oui, tout à fait. Et vous venez d'où ? Alors, je ne sais pas. Ce que j'ai vu dans mes vies passées, c'est des incarnations sur Terre, voilà. Donc, en dehors de ça, je pense que ça existe. J'entends beaucoup de gens qui en parlent. Moi, je ne recherche pas ça. Je recherche ma guérison sur Terre. Évidemment. Sauf que, juste un mot sur ces vies antérieures. Est-ce qu'elles ont une corrélation avec ce que vous vivez aujourd'hui ? Oui. En partie. Il y a d'autres vies où j'ai déjà été enseignant. D'ailleurs, je retrouve des fois des gens où on se reconnaît, où on s'est déjà vu dans d'autres vies. J'ai aussi expérimenté le dérapage du pouvoir, de la puissance énergétique, avec l'addition que j'ai payée derrière. Il y a tout ça. Donc ça n'a certainement pas été ni linéaire, ni tout agréable. J'ai expérimenté, on va dire, l'ombre aussi à fond, ce qui est un cadeau fantastique, puisqu'aujourd'hui, quand elle vient me faire la danse du ventre, je peux tranquillement lui dire, écoute... je t'ai déjà écouté dans d'autres instants, tu m'intéresses plus, quoi. Ce qui est fascinant dans votre discours, Éric, c'est que tout est un cadeau de la vie. Oui, plutôt, oui. Quand on vous entend, tout est un cadeau de la vie. Oui. Même la pire des choses. Oui. Et c'est où ? Alors, je dis pas que des fois je m'énerve pas, hein. Il m'arrive de m'agacer. Oui, il y a des craquages de temps en temps. Mais ça dure pas. Ouais. Ça dure pas. Vraiment, le craquage, c'est quand le petit personnage Éric prend un peu le pouvoir, voilà, se rebelle un peu, se réveille. Mais dès que l'être que je suis reprend les choses tranquillement, il dit au petit garçon, voilà, je t'aime, mais voilà, c'est bon, laisse aller. Quel apaisement. Oui, tout à fait, oui, vraiment. Qu'est-ce que ça doit faire du bien. Vraiment. De ne pas être dans cette dualité permanente ou dans ces surréactions qu'on peut avoir, hein, etc. Tout à fait. Aujourd'hui, tout ça, vous l'enseignez ? Oui, c'est ce que je partage.
Et il y a une chose que je peux partager là qui peut peut-être aider beaucoup j'espère, les nombreuses personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est une expérience que j'ai vécue il y a peut-être 15 ans à peu près. C'était le début du chemin, donc ça fait un peu plus que 15 ans. Je me suis réveillé un matin et j'ai senti que pendant une seconde, j'étais léger, il y avait de la légèreté, et puis d'un seul coup, je sentis comme une chape de plomb qui se mettait en moi. Ce décalage d'une seconde, c'est le décalage entre l'être que l'on est, au moment du réveil quelque part, et puis le personnage et les manteaux qu'on se remet. Et donc j'en parle souvent dans les stages, et là j'espère que ça touchera des gens, ça parlera, soyez attentifs à ça, tout le monde, parce que si ça dure même 20 centièmes de seconde, ça vous donne cette confirmation qu'il y a bien deux états d'être dans le même corps, en fait. L'être quand on est l'être et quand on est le personnage. Et puis, donc ça, une fois que je l'ai noté, déjà, c'est très encourageant parce qu'on se dit, tiens, ça existe, donc c'est pas que... J'ai compris. Voilà. Donc je comprends. Exactement. Ouais. Et donc ça m'a encouragé. Et ce qui a été fantastique, au bout d'un moment, c'est que le manteau n'est plus revenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au bout d'un moment, je l'attendais, il venait, voilà, et puis je travaillais, et puis un jour, je me dis, mais il ne vient pas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous comprenez chaque état émotionnel dans lequel vous vous trouvez ? Bon, ça serait un peu exagéré quand même, mais beaucoup, on va dire. Beaucoup. Donc, je pense que je marcherais sur l'eau si c'était le cas. Et pour l'instant, sans le volet roulant de la piscine, je m'enfonce encore. Voilà. C'est ça. Mais oui, souvent en tout cas, oui. Alors aujourd'hui, donc, vous faites des soins énergétiques ? Oui. Sous quelle forme ? Sous la forme d'homme de ménage, je dirais. La définition de mon métier aujourd'hui, c'est un enfant qui me l'a donné un jour en séance individuelle, parce que je ne prends pas d'enfants dans les stages de groupe 1. Il s'est mis à rire pendant la séance, et je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça ? Il me dit, je vois comme un gros aspirateur et plein de machins noirs qui s'en vont de moi. Donc mon travail aujourd'hui, c'est d'amener un gros aspirateur et de permettre aux gens d'avoir plein de machins noirs qui s'en vont. Qui s'en vont. Ouais, donc je suis homme de ménage, ça c'est mon vrai, c'est mon vrai métier. Magnifique. Voilà, oui, c'était vraiment je l'ai remercié parce que je dis, oui, vraiment. Et puis surtout avec cette innocence de l'enfant qui se dit pas, est-ce que c'est possible, c'est pas possible, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Ouais, c'était vraiment chouette. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est ça, c'est d'être. Alors moi, je me vois aussi comme un catalyseur, un facilitateur. Je travaille essentiellement maintenant en stage de groupe pour pouvoir aider plus de monde en même temps. Et donc, je ne transmets pas de l'énergie à travers moi. Il n'y a pas besoin de rajouter des tuyaux qui sont en plus pas propres, comme moi. Donc, directement, les énergies de la terre ou du ciel passent dans les gens. Donc, il y a des colonnes de lumière individuelles qui font que ce nettoyage se fait en chacun sans que l'autre récupère ce qui est nettoyé chez un. Et l'avantage en plus du groupe, c'est que ça me facilite le travail, l'énergie globale est plus puissante, donc c'est plus reposant pour moi. Et ensuite, quand quelqu'un est prêt à lâcher une blessure, une peur, etc., quand il le lâche, le voisin peut sentir une porte ouverte et se donner aussi l'autorisation de libérer cette souffrance chez lui aussi. Donc ça donne un effet des fois en cascade qui est assez fascinant, c'est-à-dire que ça ouvre une porte et les autres en bénéficient. Donc ça, c'est quelque chose de chouette. Ouais. Spirituellement parlant, qui vous accompagne dans ces soins ? Alors la vie, essentiellement, je dirais. Et puis ensuite, moi je sens des présences. Alors personnellement, je ne suis pas le meilleur pour nommer c'est un tel, une telle, etc. Je sens qu'il y a des présences bienveillantes, etc. Ouais. Après, j'ai dans mes stages beaucoup de gens qui sont thérapeutes, qui sont déjà bien avancés, et dont plein ont des capacités à identifier les uns et les autres, et donc me dire, là, il y avait un tel ou une telle. Moi, c'est pas Voilà, je demande à ce qui est juste et que ce qui peuvent venir nous aider soit là. Le reste, et je remercie tout le monde. Quoi. Voilà, Mais ce qui est fascinant aussi quand on vous entend, moi je vous découvre aussi, c'est que la rationalité que vous mettez dans vos ressentis, elle est mise avec beaucoup de pudeur et d'humilité. Oui. Y a pas de... Vous n'affirmez rien, en fait. Non, j'affirme ma foi. Comme je dis des fois, on me dit, mais t'es sûr de ce que tu racontes ? Je dis, alors en tout cas, je suis sincère dans ce que je raconte. Et s'il s'avérait à la fin de ma vie que je me suis trompé, d'abord, je serais désolé, mais j'aurais pas de regret, parce que j'aurais été sincère, et qu'ensuite, ces croyances, dans ce cas-là, ça ne deviendrait plus une vérité, mais une croyance, m'auront fait grandir et devenir une meilleure personne. Donc, de toute façon, j'ai pas de regret.
d'avoir cru à ça et d'avoir changé dans ma façon de vivre mon quotidien, j'aurais aucun regret. Alors, ces stages en immersion, alors d'abord, il faut Oui. aller voir, on va vous mettre le lien autour de la vidéo pour voir ce lieu, ce petit havre de paix qui se Oui, trouve. vraiment, oui. En Périgord noir, donc Périgord noir. voilà, très près de Sarlat, la Canéda, qui est une... C'est pas là où on cultive la truffe? Ah bah oui, on a une truffière Il y a une truffière. On a 92 chênes truffiers dans la propriété, qui devraient donner bientôt, j'espère. Des truffes. Oui, oui. Donc, vous avez racheté ce lieu Oui, et vous l'avez transformé oui, oui. en un lieu qui permet aujourd'hui d'accueillir des immersions, Oui. des stages, Oui, des formations. Oui, c'est ça. Encore une fois, le processus a été juste grâce à l'argent que j'avais Bien gagné. sûr. Et j'ai cette possibilité-là d'avoir pu racheter ce domaine. On l'a transformé, je dis on, parce que ma compagne, Bien sûr. ma sœur également. Et on a pu faire un lieu qui est dédié en grande partie au stage. Et puis on a créé aussi un modèle économique parce que pour moi, il est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette psychologue que j'avais vue quand j'avais 20 ans. Elle avait fait, là aussi, elle avait semé une autre goutte en moi, une autre graine en moi. On payait en fonction de ses moyens, cette dame. Et ça, je m'étais dit, waouh, ça c'est vraiment chouette parce que moi qui étais étudiant à l'époque, j'avais pu aller la voir. Et donc je m'étais toujours dit, quand tu pourras, rappelle-toi de ça. Et donc je veux rester très abordable dans mes stages. Malgré le succès immense, non là c'est une boutade, je veux rester accessible dans mes stages. Et donc pour être accessible, on doit aussi rentrer du chiffre d'affaires l'été par des gens qui viennent simplement en vacances dans le domaine. Donc juillet-août, je donne pas de stage. On accueille plein de familles qui viennent passer des super vacances et qui quelque part sponsorisent un tout petit peu Bien les sûr. activités de stage. Et le reste du temps, effectivement, je donne des stages sur des thématiques différentes qui me viennent en méditation, et je suis devenu très obéissant. Donc quand un thème est là, même si des fois ça m'emballe pas, je fais ce qui m'a été demandé, et on peut effectivement accueillir 30-35 personnes. C'est un peu le nombre de personnes que j'ai en stage, puis après on pourrait loger autour, quoi. Voilà, et donc des gîtes, les gens sont logés dans des superbes gîtes, puisque c'est ce qui nous sert à accueillir des vacanciers, voilà. Et on a créé une grande salle de 85 mètres carrés avec une très belle vue pour le stage Ouais, lui-même. ça. Et puis on a Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces stages? du nettoyage. Du nettoyage. Non, la structure est assez simple, hein. Il y a une thématique, mais finalement la thématique c'est un support. C'est parce que chacun finalement vient y prendre ce dont il a besoin, quoi. Des fois, on a un thème de stage et on travaille sur autre chose. La personne, mais voilà, elle prend ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin, et on parle d'un sujet. Ensuite, on fait des méditations et ce nettoyage. Je mets comme support des musiques du monde, qui viennent. Je trouve que c'est très agréable. Ça aide. Des fois, ça énerve aussi, parce qu'il y a des musiques qui énervent les gens. C'est pas que de la musique douce, hein. Mais je leur dis toujours, si ça vous touche, regardez ce que ça touche, tirez la ficelle et allez voir, en fait. Et là, ce sont les gens témoignent. Ça serait mieux de les faire parler que moi, mais témoignent qu'ils sentent là aussi un cocon, comme j'avais évoqué sur d'autres plans, et que ce cocon leur donne aussi la force d'ouvrir certaines portes et peut-être d'aller éclairer des zones un peu sombres à l'intérieur d'eux pour y amener de la guérison et de l'amour, surtout. Vous Oui. parliez notamment de méditation que vous pratiquez Oui. pour le coup, parce que vous allez chercher l'inspiration dans la méditation. Oui, vraiment. Un moment, c'est là. Et je m'amuse des fois, ma compagne en rigole. C'est qu'il y a des fois, on est à 5 jours du stage, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Et c'est aussi un travail de foi, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé une fois, la veille, je ne savais pas encore. Et dans la nuit, je savais à peu près ce qu'on allait faire. Mais cette foi vous permet d'être apaisé là-dessus, parce que vous savez que ça va bien. Oui. Et puis, si ça ne devait pas venir, c'est que c'est comme ça, quoi. Il faudrait vivre une autre expérience, il faudrait, mais c'est, de toute façon, comme dirait Dieu est pas con, hein, donc il sait ce qu'il fait, et donc ça. Est-ce que ça vous mène. avez le sentiment de répondre à la mission que on vous a J'espère, je serais triste de pas y arriver. Je demanderais bien pardon. J'essaye vraiment de le faire. J'ai aussi vécu une autre expérience qui m'a vraiment motivé. Si je peux me permettre une anecdote intéressante, c'est que un moment après avoir franchi les caps de l'amour les portes de l'amour inconditionnel, ça on pourra aussi en parler. J'étais parti en voyage en Afrique du Sud et aux chutes Victoria. Je rêvais d'aller à cet endroit-là, et puis j'avais des choses à guérir avec l'Africain en moi. J'avais eu une vie
africaine qui n'avait pas été terrible, il fallait aller le guérir. Et en repartant à l'aéroport, c'était un peu le boxon, comme on peut dire, dans certains aéroports africains, vous voyez, c'était un peu compliqué. Et donc, je m'étais mis en méditation en attendant que l'avion arrive, enfin, l'avion se prépare et qu'on puisse monter à bord. Et dans cette méditation, quelque chose me dit « ouvre les yeux ». Bon, donc j'ouvre les yeux. Et je vois un couple de personnes âgées qui s'installent péniblement sur la banquette en face de moi. Le monsieur avait l'air malade, mais pas malade d'un cancer, il était malade de la tourista ou de je sais pas quoi. Et donc, il s'allonge un peu, la tête sur les genoux de sa femme. Donc, je me remets en méditation, et puis je sens qu'on me dit « tu dois aller proposer ton aide ». Alors, je déteste ça. Enfin, c'est toujours vraiment, gênant. C'est toujours gênant. Franchement, voilà, en langue étrangère, enfin, voilà, je parle assez bien anglais, mais quand même, c'était... Puis tout, enfin, c'est vraiment... c'est intrusif, un peu. Puis détestable, enfin, c'était vraiment un effort. Mais, je l'ai dit, j'obéis. Donc, je me lève, je vais voir cette personne, enfin, là, je parle à la femme, puisque le monsieur avait les yeux fermés, et je lui dis, je vois que votre mari n'a pas l'air très bien, I am a healer, j'ai quelques capacités de guérison, est-ce que vous voulez que je le soulage ? Et le monsieur ouvre les yeux, ou entrouvre les yeux, il me dit, is it a gift from God ? Il me dit, est-ce que c'est un don qui vient de Dieu ? Mais moi, j'entends pas Dieu, il voulait dire la religion, ça c'était sûr, dans la façon dont il le dit. Alors je lui dis, ça vient de Dieu, mais pas de la religion. Et il me dit, ah non, moi je suis catholique, je veux rien d'autre que ce qui est catholique. Je lui dis, il n'y a aucun problème, monsieur, enfin, prenez soin de vous, et puis je vais pour partir. Et la dame me dit, c'est gentil, vraiment, mais vous inquiétez pas, j'ai prié Dieu il y a quelques minutes pour demander de l'aide à mon mari. Et là, je me sens traversé par une énergie, et je lui dis, à votre avis, qui c'est qui m'a envoyé ? Oui. Et là, elle éclate en sanglots, mais vraiment, moi j'étais bouleversé aussi, tout autant qu'elle, elle éclate en sanglots. Et ça a été un moment merveilleux. Et là, je reviens à votre question. C'est-à-dire que là, j'ai compris que Dieu, ou comme on veut, que ce soit d'une religion ou d'une autre de la vie, d'abord, nos prières sont entendues. Et deuxièmement, la source de vie, en tout cas, ne fait pas de distinction entre lui, il porte une tenue de curé ou pas. Et il m'a vu, il a dit, tiens, il y a celui-là qui est là. Va l'aider. Et donc, c'était merveilleux pour moi aussi de me dire, finalement, Dieu sait que j'existe et que je suis à son service et que je peux. Donc, ça a été finalement, là encore une fois, l'expérience était fantastique. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment aidé ce monsieur, mais cette dame et moi, ça nous a bouleversé la vie. Voilà. Évidemment. Vous parliez justement, vous évoquiez l'amour inconditionnel. Oui. Alors ça c'est tout un sujet. Vous avez touché l'amour inconditionnel. Ah oui. Je peux même dire exactement quand. Ouais. J'avais... c'était une période où je le travaillais, d'être plus dans l'amour conditionné. Quelque part, je t'aime, mais pour être aimé aussi. Et ça, c'était un schéma que je maîtrisais bien avant. Et je le travaillais. Je voyais comme un mur de briques sur mon cœur et qui empêchait justement mon cœur énergétique, là, c'était pas mon cœur physique, de s'expanser et de pouvoir être enfin un homme aimant. Et on m'avait parlé d'Ama, mais que je connaissais pas. Donc, elle était en Suisse, moi j'habitais en Suisse, donc je suis allé la voir. Et donc, je pense que vous savez comment ça se passe. On va devant elle, elle nous prend dans les bras. C'est très long. Voilà. Et à l'époque, j'étais marié, donc avec mon ex-femme, ma future ex-femme, parce que c'est juste après ça que mon couple a explosé. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Incroyable. Ouais. On arrive devant Ama, et quand on est en couple, elle vous prend à deux, normalement, dans les bras. Et quand elle nous voit, elle dit stop. Non, elle prend pas mon ex-épouse. Non, elle dit lui, voilà. Donc ça bouge un peu tout le monde. Elle me prend dans les bras, et là, je vois tout de suite le mur de briques que je voyais sur mon cœur. Je le sens, il est là. Et elle, après m'avoir dit une phrase en allemand, ce qui était très drôle avec son accent indien, c'était fantastique. Et elle commence à dire une sorte de litanie, là, et ça fait comme un coup de bélier dans ce mur. Voilà, je sens, le mur tremblait, mais ne tombe pas. Donc j'ouvrais mes cellules, je disais, je veux que ça tombe, je veux que ça tombe. Les gens allaient me demander de me relever, elle dit non, elle me garde dans les bras. Une deuxième fois, et le mur, il tanguait, mais il ne tombe pas. Elle dit stop encore, et la troisième fois, le mur est tombé. Et là, vraiment, je sais qu'à ce moment-là, je suis rentré dans l'amour inconditionnel. Donc c'était un peu, les gens autour étaient un peu étonnés, parce que c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Exact. Elle m'a pris quand même dans les bras avec ce qui est devenu mon ex-femme. Et on est reparti. Et là, je savais que je passais l'amour inconditionnel. Donc elle avait besoin de faire ce travail d'abord sur vous, et ensuite sur votre ex-femme ou pas ? Non. Pas du tout sur votre ex-femme ? Non, elle l'a prise dans les bras. Ah oui, juste comme ça, mais ok, voilà, comme ça. d'accord. Oui. Mais pourquoi je parlais de mon ex-femme, et merci pour le chemin qu'on a fait, c'est que
on était deux personnes en manque d'amour de soi aussi. On était comme beaucoup de couples, deux personnes bancales appuyées l'une sur l'autre. Et à partir du moment où j'ai franchi ce cap de l'amour inconditionnel, j'ai bien dit le cap, j'ai pas dit l'amour inconditionnel comme Jésus ou Bouddha sont capables de le vivre. Moi, je me suis redressé quelque part. Et elle, ça l'a mis dans un état de panique, mais total, vraiment. Et notre mariage a explosé dans les 3 mois qui ont suivi. Mais explosé, quand je dis explosé, c'est vraiment une explosion. Elle a été complètement déstabilisée, ça a été atroce. Elle m'a fait vivre l'enfer, mais je la remercie aussi parce que ça m'a fait grandir aussi. Oui, vraiment. Il n'y avait plus le lien je t'aime moi non plus. Elle est allée dans si tu arrêtes pas ce chemin, je te quitte parce que ça me rend pas heureuse. Et moi, je lui dis moi, je t'aime, donc je vais t'aider à me quitter. Si t'es pas heureuse avec moi, c'est ça l'amour normalement. L'amour, c'est pas t'es pas heureuse avec moi, ne me quitte pas, non. Si tu n'es pas heureuse avec moi, parce que je t'aime, je vais te permettre qu'on s'éloigne. Et c'est pas ce qu'elle voulait entendre, hein, je pense pas. C'est sûr. Mais c'est comme ça que c'était. Ça et c'est ça l'amour inconditionnel. Ouais. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer suffisamment l'autre pour lui souhaiter le mieux. Ça, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est pour ça que j'ai bien dit, j'ai franchi le seuil de l'amour inconditionnel. Et aller vers l'amour inconditionnel de Bouddha ou de Jésus, il me reste encore du chemin. Mais j'ai progressé sur ce chemin-là aussi. C'est ça. En tout cas, vous l'avez touché. Ah oui, et puis je l'expérimente depuis. Expérimenté, bien sûr. Oui, il m'arrive régulièrement des gens que j'aide à une période. Vous savez, l'ego se rebelle. Donc je suis l'ennemi de l'ego de beaucoup de gens. Et donc les gens, quand ils progressent trop, leur ego se rebelle. Et je suis assez souvent l'objet de cette rébellion de l'ego. Et donc il arrive que je perde de vue des gens parce que leur ego les a poussés, me trouve tous les maux, les défauts possibles et imaginables. Et donc, je les perds de vue. Certains même, c'est pas très sympa. Ils font des commentaires acerbes, etc. Pas en face, jamais, mais derrière. Et puis, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans après, ils m'appellent en me disant je vais pas bien. Et qu'est-ce que je leur dis Allez vous faire voir. Non, pardon. Je leur dis oui, je vais t'aider. Bien sûr, je vais t'aider. Bien sûr, je vais t'aider. Et c'est là où je vois que l'amour inconditionnel, oui, j'ai franchi parce que je les aide sans leur dire et tu te rappelles que. Et bien sûr. Parce que je me rappelle, j'ai de la mémoire par contre. Mais du pardon. On pardonne, mais on n'oublie pas. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. On se rappelle. Mais on sait que si les gens fonctionnaient comme ça, c'est ce que vous disiez précédemment. C'est qu'il y a des blessures, c'est qu'il y a des peurs. Et c'est pour ça qu'on peut pardonner à ses parents, qu'on peut pardonner à des gens, même à la personne qui a abusé de moi, je peux lui pardonner, puisque il est plus à plaindre que moi. Hein. Lui, il aura le poids karmique à régler avec ça. Hein. Donc, je préfère être, malgré tout, même si c'est moi qui ai été abusé, être à ma place qu'à la sienne. On a le sentiment que vous êtes en paix. Plutôt, oui, plutôt. Parce que ça serait très prétentieux de dire complètement. Donc, je dirais plutôt, mais jusqu'à la prochaine épreuve où je verrai si ça l'est ou pas. En tout cas, vous êtes serein. Oui. Oui. J'ai foi, je vous dis, dans le chemin. Ça. Quoi, non, voilà. mais ça, avoir la foi comme ça, chevillée au corps. On a déjà vu quelques témoignages comme ça qui sont absolument extraordinaires. Quand on a acheté le domaine, on ne voulait pas s'embêter dans les travaux, donc on a pris une entreprise générale, une filiale d'un groupe qui fait de la pub à la télé, comme quoi vous allez faire des travaux sans l'ombre d'un souci. Ça a été la catastrophe. Et au bout de quelques mois, cette entreprise-là était à 2 doigts de la faillite. On a réalisé que c'était un système de franchise, donc la maison mère n'allait pas s'en occuper, et ces gens avaient une avance à l'époque de 165 000 € de notre part. Alors, peut-être que sur vos comptes, ça ne se voit pas, 165 000 €, mais sur les nôtres, ça se voyait. Et donc, on s'est dit, mais là, on est foutu. C'est-à-dire que notre projet va tomber à l'eau. En plus, tout avait été commencé, le terrain a été explosé, enfin, les bâtiments avaient été tombés. Donc, on s'est dit, là, on va peut-être aller à la ruine de notre projet. Et j'ai gardé foi. Mon côté matériel et mon expérience matérielle m'a permis aussi de dialoguer avec les entreprises et cette entreprise générale de dire si on se tire dessus tous, on va tous y laisser quelque chose, alors que si on collabore encore, on va peut-être y arriver. Et le projet a pu aboutir et on n'a pas perdu trop à l'arrivée. Donc, mais là, je peux vous dire que là, on a encore testé ma foi parce qu'il y a un moment, j'ai pas bien dormi, je vais pas mentir. C'est sûr. Voilà. Mais je me disais, c'est pas possible que la vie me demande de faire ce chemin pour me planter comme ça, quoi. Voilà. Ou alors, je me disais, s'il y a quelque chose que je fais pas bien, j'écoutais, j'ouvrais encore plus grand mes oreilles. Le résultat me dit que finalement, ça devait être encore une épreuve de foi à passer, mais que ça marche pas trop mal, puisque le résultat est chouette. Ce qui est assez... et on n'aura pas la réponse à la question que je peux vous poser là, mais c'est assez étonnant de se la poser.
c'est de se dire, puisque vous avez vu vos vies antérieures, on pourrait imaginer qu'avec la vie que vous avez aujourd'hui, qui est quand même une vie qui permet à d'autres d'être apaisés, accompagnés, suivis, la prochaine, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que ce que vous faites là, ce que vous permettez et ce que vous offrez aux gens? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? J'ai la réponse. Non, mon objectif de cette vie, c'est de tout guérir en moi. Et donc, de ne revenir que par choix. Alors, c'est mon objectif. Je n'ai pas dit que j'allais y arriver. Il y a encore du chemin et je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est mon objectif. Parce que ce qu'il y a de mieux, c'est de revenir au service de la vie. C'est comme ça que je me définis, mais par choix. Tandis que là, je suis revenu parce que j'avais encore des choses à guérir et travailler. Donc, c'est ça le mieux. C'est de revenir sans obligation, mais en toute liberté pour aider l'humanité. Ça serait ça. Ou l'aider de plus haut? On aide bien... moi, pour faire la vaisselle, j'ai besoin d'être dans la cuisine. Donc, de plus haut, je ne sais pas si on aide pas de la même façon, quoi. Voilà. Et je pense que là-haut a besoin d'intermédiaires, de petites mains sur le terrain pour transmettre et aider, je pense, vraiment. Ouais. Vous avez écrit, oui, évidemment, de la survie à la vie, un chemin vers soi. Ça, c'est en auto-édition, tout ça? Oui. C'est parce que je pensais que ça intéresserait pas grand monde. Je pense que si. Oui, parce que la survie à la vie, c'est un best-seller. J'en ai vendu des milliers d'exemplaires. Ça plaît, et que par le bouche à oreille. D'ailleurs, si jamais un éditeur est intéressé, parce que c'est pas mon métier, en fait, de publier les livres, mais celui-là reprend un peu ce chemin global, mais pas en parlant de ma vie, que de ma vie. Ma vie, c'est, je crois, les 30 premières pages. Mais c'est ce que j'en ai compris et ce qu'on vient de partager, finalement, ensemble. L'école de la vie? C'est la suite, entre guillemets, mais qui peut se lire indépendamment. C'est que dans le premier livre, j'avais pas énormément parlé d'incarnation, de réincarnation, de karma, etc. Et donc, c'est ce que j'explique là. En fait, on est sur Terre, comme à l'école. Et tant qu'on n'a pas appris les leçons, on redouble, on revient. Moi, je suis pas dans une vision du karma punitive, où vous avez mal fait, vous serez puni. Non, si vous avez mal fait, c'est que vous n'avez pas compris, et vous allez revenir pour essayer de comprendre, ce qui, à mon sens, est un peu différent. Exprimer son potentiel. Dans la vie et dans le sport de haut niveau, parce que j'ai pu réunir, on a parlé beaucoup de thérapie, j'ai pu me faire un petit plaisir depuis aussi 20 ans. J'accompagne des sportifs de haut niveau, des grands champions que vous voyez à la télé. Comme dit ma compagne, je suis payé aussi pour regarder du sport à la télé. Et donc, je suis des gens qui ont été champions du monde dans leur sport ou beaucoup de rugbyman professionnels. Et donc, ce livre-là reprend les mécanismes pour exprimer ses qualités. Donc, les exemples sont dans le sport, mais ça s'applique à tout. À tout le monde, évidemment. Et besoin de temps pour comprendre. Un livre de nouvelles. Alors, c'est celui dont je suis le plus fier. C'est celui qui a le moins marché pour l'instant. Donc, c'est comme ça. Ce sont 3 nouvelles à finalité spirituelle, en fait. Voilà. La première c'est plutôt poétique. La deuxième m'était venue un jour où j'avais entendu un extrémiste qui disait qu'il fallait renvoyer tous les migrants dans des containers dans leur pays. Donc, ce qu'on ferait même pas du bétail, en fait. Et je m'étais dit, comment on a pu arriver à être à ce point-là déshumanisé, pour plus voir l'être humain en qui que ce soit. Et donc, je m'étais imaginé, donc là, c'est inventé, comment on a pu, qu'est-ce qu'on a vécu au fil des vies pour arriver à un point comme ça. Et puis, avec une conclusion. Et la troisième histoire, c'est quelque chose qui, à mon avis, parle de l'histoire de l'humanité et ce qu'on a vécu sur Terre depuis le début et vers quoi on pourrait peut-être aller ou on devrait peut-être aller. Vous canalisez? Non, pas réellement. En fait, à un moment, je sais. C'est pas quelque chose que j'entends, à un moment, je sais. Donc les gens, des fois, me disent en stage ou autre, me disent, mais comment tu sais ça? Je dis, je ne sais pas. À un moment, c'est là et je sais. Donc j'entends pas. C'est comme si la porte est ouverte et il y a quelque chose en moi. J'ai accès à quelque chose, mais je le sais instantanément. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de le lire à l'intérieur de moi pour l'expliquer. Passionnant. Et juste sur les livres, c'est que les gens apprécient, c'est que c'est écrit simplement. Un jour, une libraire avait voulu m'humilier en me disant « ça, c'est pas assez bien écrit, c'est pas écrit de façon assez littéraire ». Je lui ai dit « merci madame pour le compliment ». C'était pas vraiment un compliment de sa part, mais oui, c'est écrit simplement parce que je voulais que ça parle au cœur des gens et pas à leur intellect. Bravo. En tout cas, j'invite tous ceux et celles qui s'intéressent au parcours d'Éric et qui ont envie, évidemment, d'expérimenter les choses et d'être complètement en immersion dans ce Périgord noir et dans ce lieu magnifique. Je suis allé voir sur Internet les photos aussi. C'est sublime. Ça fait plaisir. On y est bien. Enfin, en tout cas, ça a l'air il y a un rayonnement particulier, quoi. Faudrait venir y tourner une émission. Ah, mais ça serait fantastique. Il y a la place.
il y a de la place. Et Ça serait- 4h20 en TGV de Paris. Hein. De Paris, oui, bien sûr, bien sûr, c'est- bien sûr. Mais en fait, c'est un hameau. Oui, c'est un hameau, exactement. Donc, origine des bâtiments, c'est 12e siècle, mais on a une grotte qui était utilisée à la préhistoire et qui aurait été aussi utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour cacher des gens qui allaient vers la zone libre. Donc, oui, c'est vraiment un lieu Chargé aussi. Oui, qui touche Qui a de le l'histoire. cœur, ouais, vraiment. Ouais. vraiment. Et où vous avez fait venir, j'imagine, des potentiels de médiums et autres non, qui ont essayé, non, rien du tout. Non, moi, le nettoyage, je le fais moi. Vous le faites par- vous-même, oui, bien sûr. Voilà, non, mais vraiment, oui, par amour des gens, voilà, les entités ou les visiteurs, je leur dis soit vous êtes bien avec nous et il n'y a pas de problème, sinon, ben, vous partez. L'homme qui a connu l'amour inconditionnel. Ah, Mais mais qui doit encore progresser là-dessus. Sans doute, mais vous l'avez touché. Oui. Ah oui, j'y suis. Non, j'y suis vraiment, oui. Au quotidien. Extraordinaire. Mais rien que ça, déjà. Oh, il y a beaucoup de Vous gens. savez, quand je même, veux hein. changer le titre, je vais mettre ça. Si vous voulez. L'homme qui est au cœur de l'amour inconditionnel. Ouais, vous allez me gonfler l'ego, là, non? Mais il y a plein de gens qui sont dans l'amour inconditionnel, je pense que voilà, ils s'en rendent peut-être pas compte. C'est vrai? Oui, je pense, j'espère. C'est peut-être un vœu pieux. Utopie un petit peu. Mais bon. La théorie du centième singe, vous connaissez? Exactement. Voilà. Exactement. Bon, merci infiniment Eric. On met tout cela sur l'ensemble de nos réseaux évidemment. On met autour de la vidéo les liens qui vous permettront de visiter d'abord ce lieu dans un premier temps et puis de suivre évidemment les accompagnements d'Eric. Alors, thérapeute, c'est très réducteur. Hein. Vous êtes plus que ça. Homme de ménage. Pour le boss. Oui. Ah oui, vraiment, oui. Pour Oui, le oui. boss. Oui, Au oui. service du boss. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà, exactement. Merci beaucoup Eric. De bon cœur, vraiment, j'espère que ça aura intéressé des gens. Incontestablement. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Vous partagez et merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci.